Vous êtes sur Savane TV. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Savane Eco, votre magazine économique. La justice fiscale, qu'est-ce que c'est? Est-elle réalisable au Burkina Faso? Est-elle nécessaire au développement économique du pays? Ce sont les questions auxquelles nos invités vont répondre aujourd'hui. Il s'agit de Amos Zongnaba, fiscaliste, inspecteur des impôts, et Herman Douagno, secrétaire exécutif de Sera FP. Messieurs, soyez les bienvenus sur le plateau de Savane Eco. Merci. Sans plus tarder, monsieur Douagno, qu'est-ce que la justice fiscale? Merci, Trésorerie. Ce qu'il faut dire de la justice fiscale en termes terre à terre, sans rentrer dans les considérations académiques et autres, c'est juste d'asseoir un système de gestion de l'État, donc à travers la fiscalité progressive, donc une fiscalité qui prend à chacun selon ses capacités contributives. Et donc c'est une fiscalité qui normalement va rééquilibrer les rapports de force et les revenus donc des citoyens par rapport donc à ce que au prélèvement obligatoire que l'État est obligé de faire pour pouvoir soutenir donc les dépenses publiques. Aussi l'autre aspect, c'est de voir comment la redistribution de ces fruits là de l'impôt peuvent atteindre en fait la majorité des populations, surtout les populations les plus vulnérables, qui n'ont pas les capacités de prendre en charge les besoins auxquels ils font face, tels que les besoins essentiels, le droit à l'éducation, le droit à la santé, mais aussi le droit à l'alimentation. Donc en un mot, on peut dire que la justice fiscale, c'est vraiment de faire un peu la promotion d'un système fiscal progressif, avec des taux qui sont établis selon les capacités contributives des différents contribuables, mais aussi de voir comment on peut faire la promotion des dépenses sociales. Les dépenses sociales, c'est justement de participer à réaliser les droits socio-économiques des populations, surtout les plus pauvres. Donc voilà un peu de façon terre à terre ce qu'on peut dire par rapport à la justice fiscale. Donc la justice fiscale a deux aspects. D'un côté, il y a la fiscalité progressive et de l'autre côté, c'est penser aux pauvres, redistribuer les richesses pour les pauvres en fait. Tout à fait. Pauvres, pardon. Justement. Et ça, c'est le pendant qui est un peu ce que nous on appelle les dépenses pour pauvres. C'est le pendant sur lequel on agit beaucoup, parce que on s'est rendu compte que dans nos pays, la plupart la grosse partie des dépenses publiques profitent le plus souvent à ceux-là qui ont plus de moyens. Donc ça veut dire que vous avez dans un pays où autour de 80% de la population sont en milieu rural, alors que la plus grosse partie donc des dépenses qui sont effectuées par l'État, c'est le plus souvent dans les zones urbaines, donc des zones où on a une masse de personnes qui ont un petit revenu qui peut donc en fait travailler à avoir accès donc à certains biens et services de par leurs propres moyens. Donc ça, c'est des choses que nous essayons de mettre en avant et interpeller l'État de sorte à ce qu'on puisse justement actionner sur les populations les plus pauvres. Et ça peut même amener à réduire donc les inégalités en termes d'accès, en termes de revenus, mais aussi en termes de disparité et de conditions de vie, parce que c'est ce qui est recherché, donc c'est dans une logique beaucoup plus sociale, dans une logique de social-démocratie, dans une logique où on ne met pas trop en avant le profit à outrance, mais où on essaie de voir comment les fruits de la croissance peuvent en fait arriver aux différentes couches de la population à travers donc l'action de l'État. Revenons sur la fiscalité progressive. Qu'est-ce que c'est concrètement? Est-ce que vous pouvez donner des exemples pour nous étayer? Oui, tout à fait. Donc la fiscalité progressive, comme je l'ai dit tantôt, c'est de développer un système fiscal qui va définir et liquider en fait les différentes natures d'impôts qui sont assis en fait sur les capacités réelles
des populations, donc des contribuables. Je prends un cas par exemple où vous avez un contribuable par rapport à l'impôt sur le revenu et les salaires, un contribuable qui touche 30 000 francs, et puis un autre qui touche 600 000, si vous appliquez le même taux, donc un taux proportionnel, ça veut dire que le gourdin est le même sur les deux têtes. Oui. Alors qu'en réalité, celui qui a 600 000 peut, j'allais dire, donner une grosse partie de son revenu sans pour autant ressentir les effets donc, de ce gourdin-là, que celui-là qui a 30 000, qui si on lui applique par exemple 25% de son revenu à reverser à l'État, vous voyez déjà ce que ça fait. Ça veut dire que la personne n'aura plus tellement c'est-à-dire un niveau de revenu assez intéressant pour pouvoir subvenir à ses besoins. Donc, du coup, on appelle donc à une certaine solidarité entre ceux qui ont des revenus beaucoup plus élevés et ceux qui ont des revenus un peu plus bas. Donc, ce qui amène à la définition des taux par tranche. Donc, c'est-à-dire les taux par tranche, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on prend une tranche donnée, on se dit, au moins dans cette tranche, on peut appliquer un certain taux. À la tranche supérieure, donc au 1 franc près, on applique encore un autre taux. Donc, ce qui fait que, du coup, on essaie d'instituer ce qu'on appelle une justice. C'est-à-dire qu'on a constaté une certaine injustice par rapport même aux revenus. Et donc, l'État intervient et c'est pour cela que la fonction sociale de l'impôt est mise en avant pour justement afficher ce caractère-là et permettre donc aux personnes ou aux individus vulnérables de pouvoir avoir un revenu assez consistant donc pour pouvoir subvenir à leurs besoins un tant soit peu. Monsieur Zongnaba, qu'est-ce que vous pouvez ajouter par rapport à ce qui a été dit sur la fiscalité, la justice fiscale, pardon? Merci beaucoup, Madame Trésorine Divenji. C'est encore un honneur de me retrouver sur le plateau de Savaneco. La justice fiscale, je pense qu'il a dit dans des mots assez simples qui permettent à l'ensemble des téléspectateurs de comprendre ce que c'est que la justice fiscale. La justice fiscale, il faut comprendre, c'est un système qui permet, qui est favorable aux droits et aux obligations, où la collecte des impôts et des taxes est progressive, équitable et transparente pour tout le monde. Et justement, ça va aboutir au financement des politiques publiques visant à améliorer la qualité du développement. Il ne suffit pas seulement d'avoir le développement, mais avoir un développement de qualité, de telle sorte que la majorité de tous les Burkinabés puissent avoir ce développement-là. Voilà pourquoi il a dit qu'il y a les deux aspects. Il y a l'aspect, bien sûr, fiscalité progressive qui va intégrer, bien sûr, le montant, le calcul de l'impôt, la liquidation de l'impôt. Et il y a également le caractère de penser aux pauvres, c'est-à-dire une fiscalité pro-pauvre ou bien une fiscalité qui réduit les inégalités, les disparités entre les populations. Donc, on dira que la justice fiscale, c'est pouvoir faire de telle sorte que l'impôt soit assis sur les capacités contributives, c'est-à-dire selon la capacité que chacun a en termes de revenus, que l'impôt soit assis sur ce revenu-là. Et ensuite, de penser de telle sorte que cette fiscalité-là, les fruits ou bien les recettes fiscales qui sont issues de la fiscalité puissent aider à ce que l'ensemble des Burkinabés puissent avoir bien sûr les fruits de cette croissance-là. Donc, il a évoqué, il y a le rôle social de l'impôt, il y a trois rôles, le rôle économique, le rôle financier, et il y a le rôle social surtout de l'impôt qui permet de pouvoir redistribuer, j'allais dire, les recettes de telle sorte que tout le monde puisse avoir accès aux services sociaux de base qui sont nécessaires au développement. Est-ce qu'il y a déjà une fiscalité progressive ici au Burkina? Oui, il y a une fiscalité progressive. Il donnait l'exemple de l'impôt sur les revenus, ou bien l'impôt sur les bénéfices, ou bien encore si vous prenez l'UTS, on distingue plusieurs, j'allais dire, c'est fait de telle sorte que c'est progressif. Donc, un salarié qui a un revenu donné, par exemple, si je prends un salarié qui a le SMIC, par exemple, comme UTS 0 francs à payer, alors qu'un salarié qui dépasse le SMIC a un montant à payer, parce qu'on suppose que le SMIC, c'est le montant minimum pour permettre à la personne d'avoir accès à ce qu'on appelle les services de base, des services vraiment élémentaires.
Alors que si vous avez un salaire un peu plus élevé, c'est en fonction de votre revenu. Donc c'est calculé progressivement. Donc quand on prend le barème de l'UTS, nous allons voir que de 0 à 30 000, c'est 0 francs que vous payez en termes d'UTS. À partir de 30 100 francs en allant, il y a un taux qui est donné, appliqué. Donc ainsi de suite, parce qu'on se dit qu'il faut que ça soit progressif. Sinon, si ce n'est pas progressif, ça ne sera pas équitable. Donc la plupart des impôts sur les bénéfices, ce sont des impôts progressifs. Si je prends l'impôt sur l'UTS, si je prends l'impôt sur les sociétés, l'impôt plutôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et agricoles, ce sont des impôts progressifs. Lorsque vous avez une entreprise et que vous êtes une personne physique, lorsque vous réalisez, vous avez un bénéfice, sur ce bénéfice, vous allez payer un impôt sur les bénéfices. Oui. Cet impôt-là, de 0 à 500 000, il y a un montant, c'est 10%, 10%. De 500 000 à 1 million, c'est 20%. Et plus de 1 million maintenant, voilà. Plus on plaise, plus. C'est ça, on appelle une fiscalité progressive. C'est-à-dire de tenir compte de ce qu'on appelle les capacités contributives de la personne ou du contribuable. Donc, on tient compte de votre revenu. Plus votre revenu augmente, plus votre contribution au niveau de l'impôt également augmente. Et plus on a de recettes pour pouvoir redistribuer à tous ceux qui n'ont pas pu contribuer comme il se doit. C'est ça. Merci, Monsieur Zongnaba. Monsieur Douagno, vous avez parlé tantôt de l'impôt, je crois, proportionnel. Oui, oui. C'est en fait, si vous voulez, un taux fixe là, qui est applicable donc à tous les contribuables, quel que soit le niveau de revenu ou le niveau de la matière qui fait objet de l'impôt. Par exemple, je prends le cas de la TVA, et nous on les appelle des impôts indirects. Donc cette fiscalité indirecte là également versus fiscalité directe est un élément de justice fiscale selon nous. Donc parce que cet impôt est injuste. Oui, injuste dans la mesure où en fait, si vous ne faites pas la distinction par exemple entre les produits de luxe et les produits de première nécessité et que vous appliquez le taux j'allais dire de façon proportionnelle pour l'acquisition des biens, parce que c'est un impôt qui est assis sur donc la consommation. La consommation, oui. C'est-à-dire que le consommateur, qu'il soit pauvre ou qu'il soit riche, s'il paye le même bien, il paye le même montant. Voilà. Donc, ce qui veut dire que moi, si j'ai 1 million, si je paye par exemple un sac de riz, et puis mon voisin même qui se débrouille avec peut-être 30 000 ou le SMIC, comme M. Zongnaba le disait, et s'il achète le même sac de riz, il paye aussi le même montant. Donc ça veut dire que quelque part, il n'y a pas, nous ne trouvons pas qu'il y a une justice dans cette manière de faire. Donc c'est de voir, comme M. Zongnaba l'a signifié, il y a le rôle financier de l'impôt. Le rôle financier, c'est là où c'est un peu difficile de parler de la question de justice fiscale quand on dit impôt direct versus impôt indirect, ou fiscalité indirecte versus fiscalité directe. Parce que l'impôt doit contribuer donc à financer les actions de l'État. Alors que si on doit travailler à élaguer tout ça, on se rend compte qu'on est en train de perdre aussi de l'argent de ce côté. Donc ça devient un dilemme. Faut-il réduire considérablement, parce que ces impôts indirects, ce sont les impôts les plus rentables le plus souvent. Voilà. Donc faut-il contribuer à réduire cette manne financière de l'État en prétextant une justice fiscale, ou bien est-ce qu'il faut trouver le juste milieu? Et pour nous, le juste milieu, c'est de faire la distinction entre les produits de première nécessité, donc qui sont nécessaires pour que l'individu, un citoyen puisse bien vivre, et qu'on essaie de voir si on peut réduire la TVA à ce niveau. Et maintenant, pour les produits de luxe aussi, voir si on peut augmenter le taux de la TVA. Parce que vous savez, au Burkina, la TVA, c'est 18%. Et c'est applicable, voilà, et c'est applicable à tous les produits de consommation, en dehors des produits exemptés. Mais là, c'est une autre procédure. Donc, les produits de pleine nécessité qui sont exonérés de la TVA.
Et à ce niveau, on est en train de voir, par exemple, quelqu'un qui consomme l'alcool ou quelqu'un qui fume, ce n'est pas nécessaire pour la personne pour vivre. Voilà. Donc on peut augmenter les droits d'assises à ce niveau pour voir comment on peut faire rentrer beaucoup plus d'argent, parce que ça c'est pas nécessaire. Mais sur les produits de première nécessité tels que les céréales et autres, c'est bien de mener la réflexion. Si on peut même de façon progressive supprimer, voilà, soit supprimer, soit diminuer le taux. C'est-à-dire au lieu que ça soit un taux unique pour tout, soit diminuer le taux. Monsieur Zongnaba, vous pensez que la TVA est un impôt injuste, comme l'a dit Monsieur Doignon? C'est difficile de dire tout de go comme ça que c'est un impôt injuste. Il a bien signifié, la TVA c'est l'impôt leader aujourd'hui au Burkina Faso et pratiquement dans la plupart des États africains. C'est un impôt qui est extrêmement rentable. Pourquoi? Parce que c'est assez sur la consommation et tous les jours, les gens en consomment. Donc il a essayé de dire que c'est un impôt injuste. Moi, je ne partage pas cet avis. Je dirais que la TVA, dans son essence, c'est l'impôt même qui est comme ça. C'est un impôt qui est assis sur la consommation. Maintenant, à l'intérieur, on a essayé de quand même tenir compte des réalités. Donc, quand vous prenez le Code général des impôts, il y a des exonérations qui sont données à des produits ou à des opérations. Quand vous dites à des produits, quels sont ces produits, par exemple? Par exemple, il avait pris l'exemple du riz. Est-ce que le riz est exonéré de la TVA? Oui, tout ce qui est produit du cru. Voilà, produit du cru. Ah, du cru, ok. Voilà, produits du cru, la plupart des produits de première nécessité, c'est des produits qui sont exemptés de TVA parce que justement, on veut que la majorité puisse accéder à ce produit à un prix assez raisonnable, mais pas un prix très élevé. Donc, quand vous prenez les produits du cru, quand vous prenez les produits de la santé, les médicaments, vous prenez les cahiers, les stylos, tout ce qui rentre dans le domaine social comme l'éducation et la santé, la plupart des produits de base sont exonérés de TVA. Quand vous prenez au niveau des journalistes, le papier journal du journaliste est exonéré de la TVA parce qu'on s'est dit que ce sont des éléments qui sont nécessaires à la construction d'un État-nation et pour que l'ensemble des Burkinabés puissent accéder à ce qu'on appelle les services sociaux de base. Donc quand vous avez ces produits-là et même certaines opérations, c'est exonéré de TVA. Donc quand vous prenez aujourd'hui le secteur du transport, quand vous voulez voyager, avant 2020, ce secteur-là était effectivement, il y avait la TVA sur le transport, mais on leur a demandé, ceux qui sont au réel normal d'imposition, ils peuvent faire une option pour ne pas être soumis à la TVA. À partir de ce moment, quand vous partez pour l'achat de vos tickets, vous n'aurez pas la TVA là-dessus. Mais si le transporteur ne fait pas l'option, ou bien quand il fait l'option de rester à la TVA, bien sûr, il y aura la TVA sur bien sûr les prestations de transport. C'est pour dire que l'ensemble des produits qu'on estime que ce sont des produits nécessaires, ce sont des produits qui sont assez importants, j'allais dire nécessaires pour avoir une vie vraiment une vie de qualité, de base. Il est important qu'on puisse les exonérer et le Code général l'a exonéré. Mais cela est bénéfique à tout le monde, oui. Même aux plus riches, même les riches qui peuvent s'acheter un produit qui est taxé par exemple à 20-30%, mais du moment où ce produit, par exemple le riz du cru, par exemple, qui est exempté de la TVA, ce riche bénéficie au même titre que le pauvre. Est-ce que ce n'est pas une forme d'injustice aussi qui continue? Non, excusez-moi, je ne dirais pas que c'est vrai que ça profite aux riches et aux pauvres. Peut-être qu'on a démarré l'émission sans peut-être insister sur le principe de l'impôt, c'est que l'impôt doit être vraiment selon les capacités contributives. Ça, c'est vraiment un principe qui est reconnu par tous au niveau mondial. Maintenant, lorsque on exonère un produit, on estime que la masse de ceux qui les consomment là est élevée. Et que lorsqu'on l'exonère, non seulement ça permet à l'économie de fonctionner, mais ça permet également à l'ensemble des consommateurs d'accéder aux produits à un prix raisonnable. Donc quand on l'exonère pas en disant bon, ça c'est pour le riche, mais on l'exonère parce qu'on s'est dit que si on exonère, la majorité qui consomme va l'avoir. Et ça c'est vraiment important. Et vous disiez également, il avait parlé des droits d'accise. Donc il y a certains produits quand même
qu'on estime que ce sont des produits qui ne sont pas consommés par la majorité. C'est des produits entre griffes de luxe, oui. ou bien c'est des produits qui ne sont pas nécessaires, ou même souvent même dont l'abus est vraiment dangereux pour la santé. Par exemple, quand vous dites produits de luxe, là, donnez un petit exemple. Quand je prends des gens qui payent certains sacs de luxe, des Gucci, ce n'est pas des produits qui sont très nécessaires, en tout cas, ce n'est pas des produits nécessaires à première, je vais dire à première vue. Quand vous prenez quelqu'un qui fume la cigarette, c'est un produit, mais ce n'est pas un produit qui est nécessaire pour lui. Au contraire, c'est même nuisible à sa santé. D'accord? Quand vous prenez l'alcool, quand vous prenez les boissons frélatées, donc vous voyez que ce sont des produits, c'est des produits qui sont là, que des gens consomment, mais c'est des produits qu'il faut décourager la consommation. C'est là qu'il a parlé de la notion de droit d'accès. Ce sont des impôts qui viennent pour décourager la consommation d'un produit parce qu'on estime que ce produit-là est un produit de luxe ou bien c'est un produit dont la consommation est nuisible à la santé de la grande majorité. Voilà pourquoi c'est important, comme il a signifié, la fiscalité est un grand instrument de politique budgétaire parce que ça permet de pouvoir réorienter les politiques. Par exemple, si vous avez une jeunesse qui boit assez, il faut faire de telle sorte que ce produit-là puisse être inaccessible à cette jeunesse-là. Et là, on peut utiliser la fiscalité en taxant fort ces produits-là pour que ceux qui veulent acheter ce produit-là, la majorité ne puisse pas l'accès pour limiter sa consommation. Donc tout ça, c'est l'instrument de la fiscalité qui permet de pouvoir agir sur ce type de produits-là. Voilà pourquoi la fiscalité, encore une fois, est un instrument assez formidable qui est utilisé. Mais attention, au niveau de communautaire, il y a quand même des limites qui sont données. Quand vous prenez les droits d'accise, il y a des limites et il y a des produits qui sont cités limitativement et vous ne pouvez pas aller au-delà de ces produits. D'accord? Quand vous prenez l'alcool, quand vous prenez la cigarette, quand vous prenez en tout cas tout ce qui est le parfum, voilà, ce sont des produits qu'on estime que ce sont des produits de luxe. Voilà, aujourd'hui, et que c'est taxé. Non seulement il y a la TVA là-dessus, mais il y a également des droits d'accise. D'accord. Par rapport à la question justement de l'exonération des produits de première nécessité, donc les produits essentiels, je crois que si on fait l'évaluation de l'impact socio-économique de ces exonérations-là, rapidement on se rend compte que ces exonérations profitent beaucoup plus aux riches. Le problème, c'est que dans nos pays, quand vous prenez les populations qui ont des revenus vraiment très moindres, quand vous prenez le sac de riz, même exonéré, il est relativement cher par rapport aux revenus des populations pauvres. Donc, ce qui fait que l'accessibilité, c'est comme si vraiment c'était du tout bénéf pour ceux qui ont encore des revenus pour pouvoir consommer. Et également, on a un problème, c'est un corollaire, on a un problème dans ce pays qui fait que même quand la fiscalité est établie ou est mise en œuvre pour vraiment atteindre des objectifs de justice fiscale, il y a des complémentaires qui doivent normalement accompagner. Par exemple, le contrôle des prix. Aujourd'hui, on peut émettre donc des avantages fiscaux pour vraiment ramener le prix, au plus bas, permettre aux populations d'avoir accès à un certain produit. Qu'est-ce qui se passe? Les redistributeurs même, c'est-à-dire prennent sur eux de maintenir les niveaux de prix. Et comme le contrôle des prix est défaillant, ça fait que les populations subissent, malgré le fait même que l'État perd l'argent, en renonçant donc à prélever donc cette nature d'impôt sur la consommation. Et ça, c'est quelque chose peut-être qu'il va falloir qu'on va mettre dans la réflexion globale pour voir comment la fiscalité va effectivement contribuer à soit cette justice fiscale, parce que la fiscalité peut jouer son rôle, mais ça veut dire que ce n'est pas achevé. Il y a un acteur sur la chaîne ou sur le processus qui doit aussi jouer son rôle et qui ne l'a pas joué. Et là, ça devient un peu comme si
si le pays s'est tiré un peu dans les pieds pour ne pas avancer, parce que non seulement on perd l'argent de côté, c'est-à-dire on perd sur deux tableaux, et du coup on ne voit pas l'accessibilité s'améliorer au niveau des populations. Aussi, et on indexe la fiscalité finalement. Ouais, bon. Comme c'est le rôle que le système fiscal doit jouer. Et quand on n'arrive pas justement à avoir cet effet qui est escompté, bon, on va dire que c'est le système fiscal qui est défaillant. Alors qu'en réalité, le système fiscal a joué son rôle. D'où la question de vraiment, c'est-à-dire en fait de mener une réflexion globale, c'est-à-dire essayer de mettre ensemble les acteurs, surtout le ministère du Commerce, le ministère en charge du Commerce, pour voir comment on peut essayer de prendre des décisions de façon concertée avec le système fiscal pour que les décisions fiscales qui sont prises là, en fait, ne soient pas, qu'on voit les effets, que ça ne soit pas vraiment dans les vides et qu'on puisse ressentir également cette transformation au niveau de la société. Aussi, j'aimerais dire quelque chose. Bon, en fait, l'injustice de la TVA là, c'est une injustice, on va dire, entre guillemets, parce que soit on renonce à ce que l'État ne fonctionne plus, faute d'argent, comme M. Zongnava l'a dit, c'est l'impôt leader. Voilà, ou on décide à ce que l'État fonctionne avec de l'argent, mais en mettant l'accent sur la qualité de la dépense publique qui va être faite. Et très souvent, moi, je me dis, au-delà de la justice fiscale, donc à travers le fait même de l'imposition, voilà, à travers l'imposition, de mettre l'accent sur l'imposition, il faut qu'on dépasse ce cap-là pour voir les recettes collectées là, leur utilisation. Est-ce que ça a été bien utilisé? Est-ce que c'est arrivé vraiment aux bénéficiaires finaux? Nous avons pris l'exemple, un instant, M. Douanier, nous avons pris l'exemple de la TVA, mais est-ce que c'est le seul impôt indirect qu'on peut qualifier d'injuste? Non, pas le seul impôt indirect qu'on peut qualifier d'injuste, parce que en réalité, après la TVA, il y a les droits d'assises, il y a les recettes non fiscales qui peuvent être incorporées dans les factures et autres. Il y a les redevances également. Bon, mais à ce niveau, quand vous consommez par exemple un bien, je prends la taxe pour la promotion de l'audiovisuel au Burkina, bon, c'est une taxe indirecte que vous payez, que quand vous avez l'électricité, même si vous n'avez pas la télé chez vous, votre facture là, vous allez payer. Bon, ça contribue quand même à développer le secteur de l'audiovisuel. Maintenant, est-ce que nous, on peut dire que l'impôt est injuste, mais en réalité, est-ce que derrière cet impôt-là, c'est ce que j'ai dit, au-delà de cette injustice que nous voyons immédiatement, est-ce que l'impôt, là, son utilisation, c'est-à-dire les recettes issues de cet impôt-là sont bien utilisées pour l'objectif recherché? Et c'est là où réside la question, la vraie question d'injustice. Parce que si on a l'argent et que c'est bien utilisé, peut-être même qu'on n'aura pas dit de faire des taux progressifs ou bien de réduire la taxation au profit de tel ou tel groupe vulnérable. Mais parce que l'utilisation est tellement bien faite que les fruits déjà transforment le quotidien de ces personnes-là dites vulnérables. Donc, ce qui nous amène encore à re-questionner donc le processus de la dépense publique et sa qualité. Monsieur Zongnava, au regard de tout ce que vous avez dit sur la justice fiscale, est-ce que vous pensez qu'elle est possible au Burkina? Oui, la justice fiscale est possible. Il faut dire qu'il n'y a pas de justice fiscale parfaite. Ou bien on aura, c'est tellement parfait, chacun doit pouvoir faire, bon, quand tu gagnes 5 francs, on te prend l'impôt sur ça. Non, il y aura toujours une petite marge ou bien une marge d'erreur, ça c'est sûr. Mais il faut que cette justice fiscale est réalisable. Et qu'il a insisté vraiment sur quelque chose de très important et que peut-être les gens font souvent, j'allais dire quoi, l'amalgame. Les gens pensent souvent que c'est le problème de la fiscalité. La fiscalité joue son rôle. Et après maintenant la fiscalité a 3 rôles. On l'a rappelé ici, c'est collecter l'argent
utiliser la fiscalité pour intervenir au niveau économique, pour pouvoir redistribuer les choses. Et ensuite, l'argent qu'on collecte, qu'on puisse permettre de pouvoir faire des dépenses sociales qui bénéficient au maximum. Mais tant que la fiscalité joue son rôle et les autres ne jouent pas le rôle, ne prennent pas le relais après, notamment en termes de la qualité de la dépense publique, là ça pose effectivement un problème. Donc, voilà, c'est dans la qualité de la dépense qu'il faut vraiment regarder, parce que je pense qu'aujourd'hui, au niveau de la législation, on a essayé en tout cas, depuis le Code général des impôts en 2000, la loi 058, on a fait des efforts de telle sorte que l'ensemble des Burkinabés puissent se retrouver. On a tenu compte des secteurs sociaux, on a tenu compte des personnes vulnérables. Par exemple, aujourd'hui, si je prends la taxe de résidence, les élèves et les étudiants ne payent pas la taxe de résidence. Quand je prends certains impôts, la femme qui est mariée, qui vit sous le toit de son mari, ne paye pas la taxe de résidence. C'est parce qu'on tient compte de ces groupes-là. On estime que ce sont des groupes qui sont des groupes vulnérables et qu'il faut quand même les aider. Ils n'ont pas encore de revenus pour le moment. Quand ils vont avoir un revenu, ils vont pouvoir contribuer. Donc c'est pour dire que le système fiscal, en tout cas au niveau de la législation, a fait des efforts pour que tout le monde puisse se retrouver. Mais après, l'argent qui est collecté, c'est là que le citoyen doit veiller à sa bonne utilisation. Et ça, je le rappelle tout le temps. Est-ce que c'est le citoyen ou bien les gouvernants qui sont en place qui doivent mettre un système, comme a dit, de qualité pour que les pauvres, les plus vulnérables puissent bénéficier de la redistribution? Je dirais les deux. Le gouvernement, c'est son rôle parce que lui, il est là pour pouvoir mettre en œuvre les politiques. Mais le citoyen est également là parce que c'est lui le bénéficiaire. Si tu dois bénéficier de quelque chose, on te dit que tu dois avoir quelque chose. Tu ne gagnes pas, mais tu ne réclames pas non plus. Mais si le citoyen n'est pas au courant? Mais justement, il y a aussi l'information. Voilà pourquoi cette émission est importante, pour que les gens puissent avoir l'information et les gens doivent jouer leur rôle de citoyen. Quand tu dis que tu es citoyen, ça veut dire que tu as un rôle de veille également, tu as des droits et tu dois pouvoir veiller à ce que tes droits et tes obligations, là, tu puisses les respecter. Si on me dit que moi j'ai droit à la liberté, si je n'ai pas droit à la liberté, je vais demander pourquoi je n'ai pas droit à la liberté. On m'a dit que j'ai droit, pourquoi je n'ai pas droit? Si j'ai droit à pouvoir manger 3 repas par jour et que je ne le gagne pas, je dois pouvoir demander pourquoi je ne mange pas 3 fois par jour. Ce sont des droits qui nous sont reconnus. Mais avant de réclamer bien sûr ces droits, il faut qu'on accomplisse nos devoirs. Et c'est là que les gens demandent une chose et son contraire. Les gens demandent une justice fiscale, mais de l'autre côté, les gens veulent fuir l'impôt. Les gens ne veulent pas payer le juste impôt. Parce que quand on dit justice fiscale, ça veut dire également que tu puisses payer ce que tu dois payer. Bien sûr, pour qu'on puisse tenir compte de ceux qui sont vulnérables, de ceux qui n'ont pas accès aux services sociaux de base. Mais ceux qui se plaignent, par exemple, se disent que ce sont les mêmes personnes qui payent, alors qu'il y a une grande partie, par exemple, si nous prenons le cas du secteur informel, qui ne paye pas... assez. Qui paye les impôts, mais pas comme on dit à sa juste valeur. C'est ça. Et surtout, vous faites bien de revenir sur le secteur informel. C'est surtout là que ça pose problème, moi je dirais. Parce que beaucoup de gens disent que non, pour notre système fiscal n'est pas trop ça, parce que c'est surtout sur les petits qu'on part. Demander l'impôt, ce n'est pas totalement vrai. Je dirais même que c'est même pas vrai. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez, la DG est assez structurée et qui permet aujourd'hui de sécuriser les recettes fiscales. Quand vous prenez la DGE, la Direction des grandes entreprises, à elle seule fait 90% des recettes fiscales. La direction des grandes entreprises, c'est ceux qui ont les entreprises qui ont minimum 1 milliard de chiffre d'affaires. Et vous ajoutez les DME, ils font 96% à 97% des recettes. Ça veut dire que le secteur informel, les petits, comme on aime le dire, contribuent à très peu au niveau des recettes fiscales. Et pourtant, c'est ça qui occupe la majorité de la population. Ça veut dire quoi? Ça veut dire insidieusement que la majorité là est incivique au niveau fiscal. C'est ce que ça veut dire. Et que c'est seulement une minorité qui contribue beaucoup plus et qui permet de pouvoir... Mais c'est normal aussi, puisque eux, ils gagnent beaucoup plus également par rapport à truc. Mais on doit faire de telle sorte que ceux qui gagnent un revenu quelconque, si la loi ne l'a pas exonéré, que vous puissiez contribuer à la hauteur de votre revenu. Et là, en ce moment, vous veillez à ce qu'on puisse dépenser l'argent qu'on a collecté chez vous là, comme il se doit. C'est là aussi, comme ce que j'appelle la veille citoyenne au niveau fiscal.
moi je contribue, mais je réclame à ce qu'on puisse justifier de ce que moi on a fait de mon impôt ou de ma taxe. Ça c'est vraiment important. Donc le problème se situe plus au niveau de la dépense publique qu'au niveau de la mise en place de la justice fiscale. Non, puisque la justice fiscale épouse les deux pans. En fait, il y a les deux pans. Il y a le système fiscal qui doit normalement être progressif, bien sûr. Et comme il a souligné, on a un certain nombre d'impôts, de nature d'impôts, qui sont déjà établis selon l'approche progressive. Maintenant, au niveau du système fiscal, vous avez soulevé déjà un problème. C'est un peu l'incivisme fiscal qu'on remarque au niveau de certains secteurs d'activité. Vous savez, les entreprises qui ont plus d'1 milliard, je crois que ce qu'ils ont, ce n'est pas vraiment le bon chiffre. Parce qu'au Burkina, vous allez voir par exemple des zones où il y a des commerçants qui sont assis, qui ont des milliards, mais avec des petites boutiques. Mais qui sont, qui sont dans la catégorie secteur informel, voilà. Souvent même inconnus de l'administration. C'est-à-dire qu'ils sont assis, bon, ils n'ont pas de... C'est-à-dire quand vous venez, vous avez... À la limite même, vous avez pitié de la personne. Mais il a de grands entrepôts ailleurs. Mais où il ne vend pas. C'est-à-dire il l'enlève, juste un peu, il vient vendre, il l'enlève. C'est ces gens-là qui échappent, c'est un peu ce que nous appelons... l'évasion fiscale. C'est ça. Parce que là, c'est l'érosion de la base, sur la base d'imposition. Et ça ne fait pas rentrer l'argent. Et ça aussi, c'est un élément d'injustice fiscale. Toi, la personne assise a des milliards. Pendant que le gourdin fiscal tombe sur celui-là qui a peut-être qui a du mal à réunir même 50 000 francs. Parce que lui, bon, il est fiché. C'est un travailleur, on le voit. Il ne peut pas échapper. Vous prenez encore des secteurs tels que l'immobilier, où aujourd'hui on a du mal à optimiser vraiment la collecte de l'impôt à ce niveau, à travers l'IRF. C'est quelque chose... Moi, je trouve que c'est une manne financière pour l'État. C'est une manne financière qui ne dit pas son nom. Et si effectivement on arrivait, mais ça, je crois qu'ils sont en train de faire des réformes dans ce sens avec le cadastre fiscal. Et ça va à un moment donné contribuer à soi encore, à soi l'ancrage même de la justice fiscale au Burkina du côté du système fiscal. Parce que c'est comme on a dit, on ne finit pas d'asseoir ce système fiscal-là qui doit donc répondre ces critères de juste impôt, d'efficacité, mais aussi de transparence. Aussi, vous allez voir par exemple, on aime rapidement dire que le secteur agricole c'est un secteur où l'élevage c'est un secteur difficile à fiscaliser. Mais quand vous rentrez à l'intérieur, il y a de gros bonnets, il y a des gens qui sont énormément riches dans ce secteur. Dans l'agriculture, oui. Il y a des agro-businessmen, bon, il y a d'autres même qui ont commencé traditionnellement, mais qui aujourd'hui, ils n'ont rien à envier à des opérateurs économiques formels qui font rentrer, des milliards de marchandises pour les vendre, parce qu'eux-mêmes, ils se suffisent. Mais dans ce cas, comment réaliser la justice fiscale à ce niveau, par exemple dans le secteur informel? J'ai l'impression que c'est vraiment un casse-tête chinois. Non, je trouve que ce secteur-là, il faut d'abord il a dit quelque chose de très important. Les gens doivent savoir, l'argent vient toujours de quelque part. Tout à fait. Et cet argent-là, si nous ne voulons pas être dépendants des autres, nous devons savoir que nous devons contribuer. Ça, c'est vraiment un principe. Si tu sais que tu dois contribuer, tu contribues et maintenant tu demandes des comptes. Je contribue et je demande des comptes. Comment avoir la justice fiscale au niveau du secteur informel? C'est d'abord essayer de pouvoir maîtriser ce secteur-là. Ce secteur est difficilement maîtrisable. Mais je veux surtout que les Burkinabés, vraiment c'est un cri de cœur que je lance. Et je me fixe sur la caméra pour dire ça. Que l'ensemble des Burkinabés qui disent qu'ils aiment ce pays-là, s'il vous plaît, contribuez d'abord et demandez ensuite des comptes. Contribuez par vos impôts, contribuez par le paiement de vos impôts et taxes et maintenant vous réclamez ce que vous devez réclamer. En ce moment, on va pouvoir arriver à une justice fiscale. Quand vous prenez le secteur informel, déjà l'impôt est un forfait. On a fait de telle sorte que quand tu payes, c'est une fois l'année.
Et là, on ne rentre pas à l'intérieur pour savoir tu gagnes quoi. Non, on s'est dit que ce que tu gagnes, sur la base de la déclaration. Sur la déclaration, si ça ne vaut pas les 15 millions comme chiffre d'affaires annuel, on te dit, bon, tu vas payer un forfait. Et le maximum dans ce forfait, aujourd'hui, c'est 200 000 l'année. Ça veut dire, même si tu as 14 999 000, tu vas payer maximum 200 000 francs l'année. Prenez un salarié qui a 50 000 francs comme salaire, qui va payer son UTS, vous additionnez ces UTS là, et lui-même il n'a pas une il peut pas déduire des charges ni rien. C'est un impôt vraiment comme ça qu'on va aller retenir puis aller reverser. Et vous le comparez avec quelqu'un qui est dans une entreprise et qui réalise des chiffres d'affaires à près de 15 millions, mais qui ne paye même pas souvent même 50 000 et même souvent rien même. Et ça même n'est pas le problème des gens qui ont plus que ça et qui sont aujourd'hui fiers de dire qu'ils ont ça, mais qui ne contribuent même pas. J'ai toujours dit à ces gens-là, c'est vous qui contribuez à affaiblir l'État. C'est vous qui contribuez à rendre l'État faible et justement à ne pas permettre que les pauvres puissent accéder à l'ensemble des services sociaux de base. Aujourd'hui, tant qu'on n'a pas ces revenus, on ne peut pas réaliser cette justice fiscale. Tant que ces gens ne contribuent pas, tant que les gens ne contribuent, on ne peut pas prendre les recettes là pour réutiliser, réinjecter dans l'économie. Donc il faut que les gens puissent contribuer d'abord. Maintenant, on demande, nous avons contribué à hauteur de tant de milliards, qu'est-ce qu'on a fait de nos milliards? Mais la solution ne serait pas de formaliser le secteur informel. Bien sûr qu'il faut formaliser ce secteur, mais pas forcément. Parce qu'aujourd'hui, si ce secteur, on arrive déjà à connaître ce secteur, on sait ils sont combien, qu'est-ce qu'on peut faire pour les accompagner dans la formalisation. Aujourd'hui, il y a des structures qui sont là, qui les accompagnent et qui accompagnent ce secteur-là. Quand vous prenez le FBDS, quand vous prenez la FPPME, quand vous prenez l'ensemble des fonds qui sont mis, si vous partez, vous avez vos projets, vous êtes dans le secteur informel, mais on vous accompagne d'abord à ce que vous puissiez vous formaliser. On va vous accompagner avec des formations au niveau comptable, au niveau fiscal, pour que vous puissiez savoir comment gérer une entreprise, pour que vous puissiez savoir au niveau des impôts qu'est-ce que je dois faire. C'est de façon progressive. C'est de façon progressive. Mais il faut que les gens comprennent ça. Sans ça, on ne peut pas arriver à cette justice fiscale. Tu ne peux pas demander une chose et toi-même tu es en train de faire le contraire. Si tu demandes la justice fiscale et toi-même tu es en train de fuir l'impôt, en réalité tu contribues à alimenter cette justice fiscale-là. Monsieur Doigneau, vous qui êtes... comment dire, des finances publiques et tout, quelle est la place de la justice fiscale dans le développement économique d'un pays? Vous savez, comme je l'ai dit, tout dépend du paradigme de développement que vous défendez. Et ce paradigme de développement, nous en avons plusieurs, de par le monde. Par exemple, il y a le capitalisme, qui prône donc la recherche du profit à outrance, qui prône l'enrichissement chacun pour soi. Extrême. Alors que, bon, quand vous êtes dans une logique de justice fiscale, ça veut dire que quelque part, vous voulez mutualiser les ressources au niveau de l'État. Parce que même le capitalisme, c'est un courant de pensée qui demande à ce que l'État, j'allais dire, se désengage totalement. Voilà, se désengage, c'est-à-dire vraiment que chacun, le secteur privé là, puisse délivrer les biens et les services, y compris les services d'éducation, les services de santé, les services sociaux. Les services sociaux. Donc l'État est beaucoup plus recroquevillé sur son rôle régalien, donc et la défense et la sécurité du territoire. Mais au-delà, il y a bien sûr le fonctionnement des institutions républicaines. Au-delà, tout est laissé entre les mains du secteur privé. Alors que quand vous êtes dans ce paradigme, il n'y a plus besoin, c'est comme si vous êtes dans une jungle urbaine, il n'y a plus besoin de dire, bon, un tel est pauvre. Au contraire, c'est parce que vous l'avez expolié que vous êtes content, puisque c'est ça qui vous fait croître. Donc, quand on est dans ce genre de paradigme de développement, les questions de justice fiscale, on les met derrière. Maintenant, on s'est rendu compte que, bon, quand on parle de développement, parce que ce développement n'est pas durable, et du jour au lendemain également, vous pouvez faire faillite et même vous n'êtes pas en sécurité de ceux-là qui sont mesureux. Donc ce n'est pas un développement durable. Alors que on s'est rendu compte que bon, pour qu'un pays puisse commencer à vraiment poser les bases d'un réel développement, des pays comme les nôtres, c'est d'abord de passer par la population. Vous voyez la justice fiscale, ce que ça permet de faire quand vous développez par exemple des activités ou des actions au profit des plus vulnérables,
ils développent ce qu'on appelle des capacités de résilience. Et ces capacités de résilience-là doivent normalement à un moment donné les faire sortir du spectre de la pauvreté. Et quand ils sortent du spectre de la pauvreté, ils commencent aussi à contribuer au développement. Donc en apportant donc, leur part de contribution et de production. De l'autre côté, quand vous taxez les plus riches, ils commencent à inscrire ce qu'on appelle la solidarité et la mutualisation des efforts entre eux et les plus pauvres. Donc ça veut dire qu'à un moment donné aussi, si eux sont en train de tomber, c'est comme si l'État utilisait aussi un levier pour les faire revenir. Donc c'est vraiment de penser à mettre ensemble donc, tous ces éléments-là et d'aller dans un développement, et c'est ça qu'on appelle le développement durable, humain durable. Oui. Là, vous avez, nous tous, on a accès, et comme l'a dit M. Zonaba en début d'émission, c'est que vraiment tout un chacun puisse avoir accès à ces services essentiels qu'on appelle donc les droits socio-économiques des populations. Le droit à l'alimentation, le droit à la santé, le droit au logement. Et si, à un moment donné, l'État a l'argent, vous pouvez même aller au-delà. Pourquoi pas le droit à une voiture? Ça peut être décidé. Donc, c'est vraiment de se développer ensemble, donc comme une famille, et non de creuser les écarts et les disparités entre les différentes couches, et ce qui, à la longue, engendre donc des problèmes du genre, des problèmes d'insécurité, et des problèmes d'enrôlement des jeunes qui sont oisifs, qui n'ont rien à, qui n'ont plus rien à perdre dans justement des groupes ou des activités malsaines. Donc la justice fiscale est importante dans le développement économique d'un pays? Obligatoirement. En tout cas, si vous avez, comme il l'a dit, si vous avez comme paradigme la sociodémocratie, oui, il faut forcément que vous puissiez passer par la justice fiscale. Et je pense sincèrement qu'aujourd'hui, si nous prenons notre système fiscal, il est encore perfectible. Hein. Ça, je suis un fiscaliste et je dois le reconnaître. Mais on a fait des efforts ces dernières années pour permettre à, en tout cas, l'ensemble des Burkinabés d'avoir un système qui soit vraiment progressif, un système qui soit transparent, mais un système également qui permet à l'ensemble des Burkinabés de contribuer avec le peu qu'ils ont et maintenant de pouvoir atteindre les fruits de cette, de cette politique fiscale. Mais là où ça pêche, en tout cas selon moi, c'est au niveau des recettes, de l'utilisation des recettes fiscales. Là, on n'est pas assez transparent, on n'est pas assez, j'allais dire, on ne parle pas assez aux citoyens et le citoyen même ne s'intéresse pas trop. J'ai toujours pris l'exemple et les gens parlent de ça. J'ai dit aujourd'hui, quand vous prenez l'autre Premier ministre qui part au niveau de l'Assemblée, qui fait un discours, il ne nous dit pas par exemple que bon, sur la période là, on a eu tel montant vient des recettes fiscales, tel montant vient des partenaires que nous devons rembourser. Il faut dire ça au peuple pour que les gens puissent savoir que quand nous empruntons, c'est des impôts et des taxes d'autres pays et pour cela nous allons rembourser avec des intérêts. Oui. Donc pour ça, c'est encore les impôts et les taxes que vous allez payer. Donc c'est important de porter ce message-là pour que les gens comprennent que l'impôt et les taxes qu'on collecte là, on ne le collecte pas pour des agents, on le collecte pour réinvestir dans l'économie, pour le bien-être de tous. Et ça, c'est important vraiment que les gens puissent savoir. Donc, sans justice fiscale, c'est difficile d'avoir une économie assez structurée, une économie qui participe à un développement économique et social du Burkina. En tout cas, sincèrement, moi, je crois qu'il faut ce minimum de justice fiscale parce que ça permet de savoir, OK, même si moi, j'ai un petit revenu, je peux quand même avoir accès à des services qui sont importants parce qu'il y a la solidarité, il y a la redistribution. Exactement. Équitable. C'est comme dans une famille. Celui-là, il est bien, celui-là... Mais c'est pas parce que un tel est bien que l'autre n'est pas bien, il ne doit pas dormir dans la maison. C'est pas parce qu'il n'est pas bien qu'il ne doit pas manger. Donc, il y a des services qui sont importants, qui sont nécessaires, le mot que je cherche, nécessaires pour la survie ou bien la vie d'un homme ou bien d'une femme. Ces services-là, on doit le garantir à l'ensemble des Burkinabés. Et c'est les impôts et les taxes qu'on paye qu'on arrive à faire ça. Donc, que chacun puisse mettre le peu qu'il va avoir en termes de revenus pour que l'impôt qu'on va collecter puisse servir à pouvoir alimenter cette justice fiscale. Monsieur Dono, que voulez-vous que le téléspectateur retienne sur la justice fiscale? C'est qu'il va falloir que les téléspectateurs retiennent, à mon avis, c'est deux choses. Monsieur Zonaba l'a brossé un peu,
Mais il faut qu'on puisse insister sur la veille citoyenne. Ouais. Vous savez, quand vous faites partie d'un État, vous faites partie d'un pays, au-delà des agents qui travaillent pour l'État, donc qui sont dans la fonction publique, le citoyen lambda a un rôle fort à jouer. Il faut qu'il s'approprie le développement d'abord. Et s'approprier le développement passe par deux choses. D'abord, c'est-à-dire payer ses impôts. Donc, c'est-à-dire que s'acquitter de son devoir fiscal. Mais, au-delà de ce devoir fiscal-là, faire ce qu'on appelle la veille citoyenne et interpeller aux besoins les autorités. On a dit que nous sommes en démocratie. La démocratie veut dire que c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et si ce peuple-là ne s'assume pas et ne joue pas convenablement son rôle, on dira toujours à la DGI que la DGI n'a pas recouvré assez les recettes, on dira toujours que les dirigeants n'ont pas bien mené les dépenses, et demain on s'étonnera de voir qu'on n'est pas développé, qu'on est toujours sur les sujets, en fait, au même stade. Alors que non, il faut que nous-mêmes on se dise, nous aussi nous avons ce rôle à jouer, et c'est pour cela que j'invite les acteurs du monde informel. J'invite également les acteurs, j'allais dire formalisés même au niveau de l'économie, parce qu'il y a cette compromission-là très souvent qu'on fait avec le politique, qui fait qu'on veut toujours s'attirer les avantages fiscaux en se disant que bon, ce n'est pas, même si moi je ne paye pas, l'État va survivre. Mais l'État va survivre malgré lui. C'est-à-dire l'État ne va pas atteindre les objectifs qu'on aurait pu atteindre ensemble. Donc c'est vraiment de regarder ensemble dans la même direction et de se dire que bon, au-delà de tout ce que les autorités font, nous aussi nous avons un rôle complémentaire, nous avons un rôle d'appoint à l'action gouvernementale, et justement sur la question de la sensibilisation pour non seulement l'utilité et la connaissance de l'impôt, la société civile qui est invitée au premier rang pour justement sensibiliser les citoyens et leur dire que le paiement des taxes et des impôts là, c'est un devoir civique, et chaque citoyen doit se sentir concerné. Donc voici un peu ce que j'avais à dire, et si nous le faisons, je crois qu'on sera dans une logique de justice fiscale, parce que quand on va veiller à l'utilisation donc de ces ressources-là, on fera en sorte que les plus pauvres, les plus vulnérables, et même ceux qui sont plus reculés, voilà, des centres de décision, puissent bénéficier, puissent avoir le bénéfice donc de l'action gouvernementale, et c'est ce qui va donc faire en sorte que le Burkina aille de l'avant, et que demain on se tape la poitrine pour dire que on est vraiment véritablement engagé sur un chantier de développement harmonieux. Merci M. Douaneau, merci M. Zongnaba. C'est sur ce thème que nous allons clore nos échanges sur la justice fiscale au Burkina Faso. On rappelle, je recevais sur le plateau de Savanéco M. Amos Zongnaba, fiscaliste, inspecteur des impôts, merci, et Herman Douaneau, qui est secrétaire exécutif du Centre d'études de recherche appliquée en finances publiques, CERA-FP. Merci beaucoup. Merci, cher monsieur, de nous avoir honoré de votre présence. C'est nous qui vous remercions. C'est vrai qu'il y a un point qu'on n'a pas abordé, mais bon, peut-être la prochaine fois, c'est surtout les exonérations, parce que ça aussi, ça participe. Nous aurons l'occasion d'en parler dans une prochaine émission, parce que le temps qui nous est imparti touche à sa fin. Ainsi donc s'achève Savanéco aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. C'est avec plaisir que je vous retrouverai pour un nouveau numéro. À très bientôt.